un général français a dit que l'armée malienne qu'ils ont trouvée est une armée déstructurée, démotivée, sous-équipée et minée par la corruption. Nous n'avons pas d'armée. Mais c'est une affaire d'un temps. Nous avons tout le temps, notre peuple a tout le temps pour se réarmer, pour se préparer et pour combattre. Combattre, c'est notre habitude. Nous savons ce que c'est combattre. Nous ne sommes pas nés d'aujourd'hui. Le peuple malien n'est pas un peuple fabriqué par la colonisation. Mais non, mais non, mais non. Il y a des gens qui ont des intérêts pour qu'il y ait un conflit en Afrique où ils répondent à d'autres intérêts qui sont plus stratégiques, plus géostratégiques. L'intérêt, c'était d'essayer de reprendre le contrôle de 3 pays qui nous ont défroqués, qui nous avaient échappé. Exactement, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Nous ne pouvons pas quitter le Niger, et je suis donc pour le coup dans les 19% des sondés qui pensent que la France doit rester présente militairement non seulement au Niger, mais ailleurs en Afrique. Notre retrait nous coûterait très cher à terme. Nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. C'est la base principale aujourd'hui au Niger de la lutte contre le terrorisme. Mais c'est la seule qu'il nous reste après avoir été chassé d'autres pays. Donc il y a un intérêt stratégique évident pour la France à rester présente. Donc on verra, la situation est évidemment très confuse pour le moment, mais notre intérêt premier, c'est de rester sur place le plus longtemps possible. En tout cas, nous devons absolument rester ici, parce que sinon, c'est la dégringolade complète et nous le paierions cher dans l'avenir. Donc il y a un intérêt national bien compris, qui est que la France reste sur la question de la lutte contre le terrorisme, en l'occurrence, c'est ça. Mais pas que. Écoutez, c'est-à-dire, moi je veux pas être naïf, parce qu'en diplomatie, il faut pas être naïf. La France a besoin d'être présente en Afrique, y compris pour ses intérêts économiques. Voilà, c'est pas la peine qu'on s'accorde d'histoire, parce que Moscou, eux, ne s'en rendent compte pas. Moscou veut absolument assurer une présence parce qu'il y a un intérêt économique. Nous devons avoir la même logique. Et donc, bien sûr que c'est consommateur de temps, d'argent, mais c'est aussi pour nous une manière d'assurer notre indépendance, en tout cas une partie de notre indépendance. En l'occurrence, vous avez parlé de l'uranium tout à l'heure, et ça nous paraît absolument essentiel. Donc, ne soyons pas naïfs, on peut nous accuser de ce qu'on veut. La France a un grand passé en Afrique et elle doit conserver une partie de celui-ci pour l'avenir. Le motif de l'intervention au Mali, vous dites c'est un mensonge sur Bamako. Pourquoi François Hollande a tenu à y aller? Il était, j'allais dire, incité par d'autres puissances, ou il y avait des intérêts sous-jacents et cachés? Non, il y avait une menace djihadiste simple, claire et nette, c'était évident. Mais de là à intervenir militairement, il fallait le justifier aux yeux des Français, et on leur a raconté un gros bobard. Bamako, les djihadistes ne l'auraient certainement pas prise. Mais quel était l'intérêt d'y aller de cette façon? Pourquoi faire Serval tout de suite là et en débarquant, alors que vous nous expliquez que ça aurait mérité un peu plus de réflexion? Non, il y avait un vrai danger de toute façon. C'est clair, mais Bamako n'était pas menacé. Non. Pourquoi avoir menti? Pourquoi avoir menti pour justifier aux yeux des Français une telle opération? Bien sûr. Une opération lourde qui était voulue par l'état-major de l'armée française, ni plus ni moins. Mais tout a commencé sous la présidence précédente, c'est-à-dire celle de Sarkozy. Et l'intervention en Libye. L'intervention en Libye qui a ouvert les arsenaux et qui a permis aux djihadistes voilà, c'est la catastrophe initiale. Serval s'est fait avec le soutien logistique des Américains. Je crois comprendre que la France n'a plus aujourd'hui l'autonomie ou l'indépendance stratégique pour pouvoir intervenir seule dans ce genre d'opération, et qu'il a fallu un soutien logistique américain. Oui, bien sûr, mais ça s'est soldé par un échec. Ensuite, on a transformé Serval en Barkhane. Avec quelques milliers de soldats français qui devaient sécuriser une région plus vaste que l'Europe. Comment voulez-vous faire? Bien entendu. Aujourd'hui, ce sont les Russes qui ont remplacé les Français avec l'Africa Corps, et ils y réussissent pas davantage. Mais là où c'est grave, c'est que on a appris, en l'occurrence, c'est notre confrère Georges Malbruno du Figaro qui nous l'a révélé. On a appris que l'opération coordonnée menée par les djihadistes contre le Mali, et qui, moi, m'a rappelé une autre opération en 2002, celle des rebelles qui avaient attaqué la Côte d'Ivoire avec plusieurs foyers en même temps. Eh bien, cette opération, elle a été coordonnée par des supplétifs ukrainiens francophones qui ont aidé ces gens-là avec l'assentiment, dit Malbruno, et je pense que c'est une bonne source, des services secrets français. Autrement dit, on a aidé une opération qui a servi les djihadistes. Et nous, Maliens, nous savons aujourd'hui un sondage paru par un spécialiste il y a quelque temps
60% des Maliens tournent le dos à la France. Alors qu'en janvier, 60% des Maliens tournent le dos à la France. Alors que au moment en janvier 2013, nous avions des drapeaux français un peu partout ici, à côté des drapeaux maliens. Les enfants nés pendant ce temps ont porté les noms Hollande. Il y a des milliers. Nous avons tout fait pour porter la France haut, mais la France jouait. Les dirigeants français jouaient, les policiers français jouaient avec nous. Le Drian a dit, les Touaregs sont nos amis. Il dit oui. Ensuite, Le Drian a dit il y a quelque temps, les Maliens devraient se souvenir. Mais est-ce qu'ils se souviennent lui? Les tombeaux des tirailleurs qui sont à Paris, qui sont un peu partout en France, ce n'est pas des Touaregs. Ce n'est pas des gens du Nord. C'est des Koulibaly, des Diarra, des Traoré, des Ndiaye, des Gueye, etc. Il oublie. Est-ce que lui, il a de la mémoire? Est-ce qu'il y pense? Lui, comme Alain Juppé a dit, dès le début de la guerre, oh, les Touaregs ont marqué des points, il faut négocier. Quelque chose de préparé à l'avance. Faites un début, nous allons les pousser à négocier. Et vous aurez ce que vous voulez. Mais nous ne sommes plus des débiles, c'est fini. Nous ne sommes pas des naïfs, c'est fini. Nous ne sommes pas des infantiles, c'est fini. C'est fini, nous savons. Si le MNLA, c'est la France qui est derrière le MNLA, pas la France, les politiciens français, les Le Drian, les Alain Juppé, tout ça, ce sont eux qui sont derrière le MNLA. Il y a des écrivains français qui sont avec nous, avec le peuple, tel qu'un certain M. Boucher, j'ai lu ses écrits. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Mais lui, c'est un Français. Les autres, c'est quoi? C'est des politiciens. Ils vont venir, ils vont laisser la France et le peuple malien. Leur jeu est connu. Leur jeu est clair pour nous. Nous savons, mais qu'ils continuent. Ils auront peut-être une bataille. Parce que nous sommes faibles maintenant. Nous n'avons pratiquement pas d'armée. Un général français a dit que l'armée malienne qu'ils ont trouvée est une armée déstructurée, démotivée, sous-équipée et minée par la corruption. Nous n'avons pas d'armée. Mais c'est une affaire d'un temps. Nous avons tout le temps. Notre peuple a tout le temps pour se réarmer, pour se préparer et pour combattre. Combattre, c'est notre habitude. Nous savons ce que c'est combattre. Nous ne sommes pas nés d'aujourd'hui. Le peuple malien n'est pas un peuple fabriqué par la colonisation. Mais non, mais non, mais non. Nous avons une histoire profonde. Vous savez, le grand Dio Bazoumana, le grand, m'a dit un jour, nous avons une musique qui a été jouée à Zoukainane. Je lui dis, ah bon? Elle dit oui, cette musique s'appelle Baoudi. Vous savez qui était Zoukainane? C'est Alexandre le Grand. 3 siècles avant l'ère chrétienne, cette musique s'appelle Baoudi, chez vous aussi. Nous avons une musique qui a été jouée aussi à Soumaoro Kanté. Et cette musique s'appelle Sou, les chevaux. Vous savez, nous ne sommes pas nés hier. Aujourd'hui, nous sommes profondément ancrés dans la terre de nos pères et des pères de nos pères. Nous sommes conscients de ce que nous sommes. On ne peut pas nous vaincre parce que nous sommes faibles aujourd'hui, on ne peut pas nous vaincre éternellement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ils auront un temps. Mais la vérité a tout le temps. Luc Abaki, l'armée malienne reprend le contrôle de Kidal une dizaine de jours après le départ de la force onusienne, la MINUSMA. On aurait pu dire incroyable, mais vrai, si bien que certains sont restés jusque-là dubitatifs. Mais oui, ceux qui veulent rester dubitatifs, ils vont le rester. Et puis bon, on n'a pas à formuler des critiques vis-à-vis de leur état d'esprit, de leurs sentiments. Mais comme vous l'avez dit, nous avons toujours été convaincus, nous, ici, que le régime d'Assimi Goïta et son équipe étaient en train de faire un travail de salubrité publique, un travail de réorganisation de l'État malien, de la société malienne, de restructuration donc de cette population-là, de ce peuple-là. Et je crois qu'aujourd'hui, le résultat tangible auquel ils sont parvenus nous conforte dans ce sentiment que nous menons le bon combat
en termes d'information, de relais de l'information, de l'analyse. Et nous pensons que c'est le résultat aussi d'un travail rigoureux, méthodique, pragmatique, qui rappelle un peu l'audace singulière des grands hommes de notre histoire. Quand on parle des gens comme Soundiata Keita, Samori Touré, des grands hommes qui ont dirigé les empires anciens et qui nous ont montré une manière unique en son genre de diriger. Un type de leadership qui permet en effet d'arriver à des résultats. Je vois dans la posture d'Assimi Goïta un combattant de la vie qui s'est engagé résolument pour une cause noble, une cause qui élève l'aura des hommes d'État et qui, au bout du compte, donne des résultats probants, totalement encourageants et qui montre qu'en fait, la volonté, l'engagement, la détermination payent toujours au bout du compte. Comment expliquer donc, vous avez fait cas de Takuba, de Barkhane, de la MINUSMA, etc., qui ont séjourné au Mali pendant une bonne dizaine d'années et sous les yeux de qui le phénomène terroriste se métastasait allègrement. Et il y avait une guerre communicationnelle de gauche à droite et on a été, l'État malien, les dirigeants maliens et leur peuple ont décidé de prendre leur destin en main et de façon audacieuse et courageuse de leur dire, bon mais écoutez, vous avez fait de votre mieux, même si nous vous soupçonnons d'être en intelligence avec les ennemis de la République, nous vous demandons de repartir tranquillement et merci pour le travail que vous avez fait. Ils partent et en quelques jours, l'État malien avec ses partenaires commence à avoir des résultats totalement excitants, encourageants sur le terrain. Je crois que c'est une belle leçon. L'ambassadeur a parlé tout à l'heure d'une victoire planétaire. Oui. Je vais ajouter ce historique. Parce qu'à partir de ce moment-là, il y a un impact psychologique, non seulement sur le peuple malien et ses dirigeants, mais sur l'Africain, les Africains, dans leur ensemble, pour qu'ils comprennent qu'en réalité, il n'existera aucun peuple venant de l'extérieur pour nous définir notre sort et définir la voie par laquelle nous allons nous construire. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que dans la matinée du 25 avril 2026, des groupes armés terroristes ont tenté des attaques dans certaines villes du pays. Ils ont immédiatement essuyé des violents revers grâce au professionnalisme et à l'engagement des femmes. La situation est sous contrôle. Mais le fait que Kidal soit retombé entre les mains du JNIM et du FLA fin avril, donc c'était le 25 avril dernier, est-ce que cela ne montre pas que la stratégie du tout militaire et la rupture avec les anciens partenaires montrent finalement des failles majeures? Non, pas du tout. Au contraire, on a eu un narratif un peu macabre qui consistait pour les anciens alliés de faire regretter aux autorités maliennes la rupture de l'alliance. On part du principe que l'alliance a été rompue, non pas par sadomasochisme de la part des autorités maliennes, mais principalement parce que, aussi bien les autorités de la transition que la population malienne, on n'était plus convaincus de l'efficacité des fameuses alliances, et c'est pour ça qu'on a noué de nouvelles alliances. On a d'ailleurs pu constater concernant Kidal que la ville a été reprise quelques mois après la conjonction qui s'est déroulée entre ce qui s'appelait autrefois Wagner, sous le commandement de Yevgeny Prigojine et les autorités autour d'Assimi Goïta. Donc aujourd'hui, si Kidal a été reprise, bon, ça relève de la mécanique de guerre. Ça veut simplement dire que les ennemis de la République du Mali ont reçu davantage de soutien et c'est ce que nous défendons depuis la nuit des temps sur ce plateau. Je pense que d'ailleurs, l'alliance morbide qu'il y a avec le JNIM confirme en fait ce que nous disions. Il y a des gens qui avaient du mal à croire qu'il y a des soutiens extérieurs de la part des puissances impérialistes pour rendre la vie difficile aux autorités. Et là, on constate qu'ils sont allés beaucoup plus loin. Ces prétendus indépendantistes du FLA qui, carrément, n'ont pas eu froid aux yeux de faire, mais vraiment, commerce avec une organisation affiliée à Al-Qaïda et accusée de terrorisme par toutes les institutions officielles à la surface de la Terre. On trouve d'ailleurs aussi curieux de voir qu'on est moins scandalisé quand on écoute le narratif, le discours qui infeste un peu l'espace public. On voit une sorte de plaisir insolite, de plaisir cynique, qui consiste à dire, bah regardez, ils ont fait appel aux Russes, ça n'a pas porté des résultats, ils auraient dû garder les anciens alliés, les anciens amis, plutôt que d'être scandalisés que non seulement
des forces qui se prétendent être des forces politiques et qui revendiquent une autonomie dans leur espace géographique, ce qui peut se comprendre, même si cela a beaucoup de nuances à apporter, parce qu'il n'y a pas une antiquité touareg, une civilisation au royaume touareg à proprement parler, qui aurait une légitimité territoriale accrue, mais on est davantage surpris par le fait qu'on s'appesantit donc sur cet élément de la rupture des anciennes alliances que sur le caractère absolument abominable d'une alliance comme celle-là où on a ramené Al-Qaïda au Mali et on se réjouit. Nous avons vu à la télévision française notamment monsieur Mohamed El Maouloud Ramadan, très bien habillé. Oui, très bien. Oui, imaginons-nous, je sais pas, la Corse, on est en France, la Corse, les indépendantistes en Corse font alliance avec, je ne sais pas, des agents du Hezbollah iranien pour revendiquer l'autonomie de la Corse et qu'après on invite le patron du Hezbollah sur le plateau de Décrypter l'Afrique ou quelque part à TF1. C'est absolument inacceptable. Et là, sur le cas du Mali, on reçoit un terroriste, parce que c'est le cas de le dire, quand on fait alliance de manière aussi ostentatoire, aussi décomplexée, aussi ouverte avec une organisation comme le JNIM, évidemment, on se rend coupable d'association de malfaiteurs et de collusion en termes de terrorisme. Donc, à partir de là, pour finir, comment dire, la remarque à faire est donc la même qui avait été faite sur le cas Tinzaouaten il y a quelques mois, c'est-à-dire s'il y a cette contre-offensive entre guillemets de la part des Touaregs, des rebelles et du JNIM, c'est parce que justement il y a eu une organisation en coulisses qui leur a permis de mener justement ces incursions surprises. Et on va certainement décrypter avec plus de détails comment cela a-t-il pu être organisé et aussi efficacement. Les champs fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous en ce moment d'extrême gravité que traverse notre pays suite à des attaques terroristes survenues le 25 avril 2026. Ces attaques complexes, coordonnées et simultanées, ont visé les localités de Bamako, Kati, Kona, Mopti, Gao et Kidal. Grâce à la promptitude et au professionnalisme des forces armées et de sécurité, un violent coup d'arrêt a été donné aux assaillants, dont l'objectif était d'installer un climat de violence généralisée dans les localités concernées. Grâce au sang-froid des hommes engagés et au maintien de la cohérence de la chaîne de commandement, le plan funeste de l'ennemi a été déjoué. Ces attaques ne sont pas des faits isolés, elles s'inscrivent dans un vaste plan de déstabilisation conçu et exécuté par les groupes armés terroristes et les sponsors internes et externes qui leur fournissent du renseignement et des moyens logistiques. C'est le lieu de raffirmer la ferme volonté du Mali de maintenir le cap de sa refondation. Notre peuple a fait un choix, celui de la souveraineté et de la dignité qui symbolise la prise en main de son destin. Ce choix est l'expression d'une volonté nationale affirmée et assumée. Il a un prix et nous en sommes conscients. Bien que dur par sa nature, ce choix est le seul chemin qui vaille si nous voulons offrir à nos enfants un avenir libre, juste et prospère. Maliennes, Maliens, les épreuves que nous traversons en ces temps difficiles ne sont en réalité que des embûches sur la voie noble
qui mène à la prospérité. Nous devons garder à l'esprit que c'est dans l'épreuve qu'une nation doit conforter sa cohésion et son unité. L'institution nationale est aujourd'hui indispensable et nous devons tous, comme un seul homme, nous ériger contre la division et la fracture sociale. Aujourd'hui, nos forces armées de sécurité se sont emparées de Kidal. C'était le 14 novembre 2023, jour qui restera à jamais gravé dans la mémoire collective. C'est ce jour-là que notre vaillante armée faisait son entrée fracassante dans la ville de Kidal après 11 ans d'absence. Car depuis 2012, Kidal était un bastion de groupes armés et séparatistes qui avaient pris en otage les citoyens de la région. Une reconquête vivement saluée par les autorités, une victoire majeure pour le peuple malien dans son ensemble. Kidal, la ville rebelle, Kidal l'insoumise, Kidal le nœud gordien de la stabilisation et de l'unité, respirait désormais Mali à plein poumon. Mais pour arriver à cette délivrance, que de chemins parcourus, que de rudes combats menés par nos vaillants soldats, que de sacrifices consentis par les autorités en termes d'équipement et de moyens logistiques et financiers. De Kidal, avec de lourdes pertes infligées à l'ennemi ce 14 novembre 2023. Une bataille qui marque la fin de plus d'une dizaine de présences des groupes rebelles dans la ville, mais aussi la concrétisation d'une promesse du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Le Mali recouvrera sa souveraineté sur l'ensemble. Maliennes,